l'une des grandes questions qui est posée en termes de gouvernance après la révolution numérique, c'est comment faire pour favoriser le développement des territoires. Nous rentrons de plus en plus dans une économie mondiale dominée par quelques grands acteurs qui sont les géants industriels du numérique et qui se font concurrence les uns les autres, vous voyez, dans des guerres de mouvement ou dans une grande partie d'échecs où chacun joue 4 ou 5 coups à l'avance pour essayer de prendre des positions sur les autres, conquérir les différents royaumes qui restent à conquérir, empêcher les attaques venues de l'extérieur, etc. Il faut avoir en tête cette déclaration fameuse selon laquelle le numérique dévore le monde, c'est-à-dire qu'il s'attaque à tous les secteurs de l'économie les uns après les autres. Et si tous ces secteurs de l'économie les uns après les autres passent sous la domination d'un géant industriel américain, ça a des effets majeurs de redistribution géographique de la valeur à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que la valeur est collectée en quelque sorte là où se font les affaires, où se font les transactions, et puis elle est rapatriée par différents canaux vers le point, le territoire où sont établies ces entreprises, c'est-à-dire les États-Unis et plus particulièrement la côte ouest des États-Unis. Alors le deuxième effet, et là vous voyez plutôt les effets de redistribution mondiale de la valeur, c'est le décrochage de la France en termes de développement économique. Et les politiques publiques échouent quand elles cherchent à développer les territoires les moins développés. La façon la plus simple de répartir la richesse à l'échelle d'un pays comme la France, c'est d'investir encore plus dans les territoires les plus développés pour qu'ils créent beaucoup de richesses et de redistribuer cette richesse à travers ce qu'il appelle le bouclier public et social, c'est-à-dire par les dotations aux collectivités territoriales, par la création d'emplois publics et surtout par la protection sociale. Deuxième considération, c'est le numérique et la proximité. Le numérique, il a un effet recréateur de liens de proximité. Contrairement à ce qu'on a vu juste avant, qui est un mouvement d'évasion de la valeur et de concentration de la valeur très loin à l'autre bout du monde, il y a aussi de la part de ces entreprises un effort considérable de relocalisation parce qu'elles ne peuvent maintenir leur position dominante que si elles répondent toujours plus vite et de façon toujours plus personnalisée aux utilisateurs. On a donc un phénomène d'organisations qui sont submergées par la puissance de leurs utilisateurs parce qu'elles sont rentrées en contact avec eux via le numérique. Elles génèrent une boucle retour qu'elles savent plus ou moins bien gérer et elles découvrent que les individus, leurs clients, leurs utilisateurs ont une puissance supérieure à la leur. Pour qu'un territoire se développe, attire de la valeur, il faut que les gens sur ce territoire aient le désir d'innover et qu'on leur ménage les marges de manœuvre pour le faire. L'innovation, vous voyez, c'est essayer et échouer, puis échouer à nouveau. Et c'est après toute une série d'échecs qu'on finit par trouver le bon équilibre, la bonne offre, le petit paramètre qui fait la différence et qui provoque l'adoption d'un produit innovant par son public. Donc l'innovation, c'est un grand gaspillage et c'est pour ça qu'elle a besoin de financement un peu dégagé de considérations de rentabilité à court terme. Pour développer un territoire, il faut y attirer du financement, il faut apprendre à y financer l'innovation. Les entreprises qui marchent bien, ce sont celles qui commencent par faire les choses à toute petite échelle, à la main, dans un rapport direct physique avec leurs premiers utilisateurs. Une entreprise qui s'implante sur un territoire pour y développer une offre innovante, elle a le privilège d'avoir accès à ce qui est la première valeur du territoire, c'est-à-dire ses habitants, et d'interagir avec ses habitants pour co-créer ensemble une offre innovante et trouver la formule magique qui, comme Airbnb, va permettre à cette offre tout d'un coup de se développer de façon spectaculaire à l'échelle d'un tout petit territoire, avec des utilisateurs avec lesquels on aura pu interagir dans un lien de proximité. Et ceci étant fait, eh bien, ça veut dire que la formule est trouvée et qu'ensuite l'entreprise peut se développer jusqu'à une échelle globale. Il faut sortir du cliché suivant lequel la e-démocratie ou la démocratie numérique ou la démocratie 2.0, c'est simplement proposer aux gens de prendre la parole. La prise de parole n'est qu'une forme de manifestation des utilisateurs d'applications. Nous laissons des traces, pas seulement quand nous prenons la parole, nous laissons des traces chaque fois que nous utilisons une application. Et ces traces, elles peuvent être utilisées dans une boucle itérative pour améliorer le quotidien et améliorer en permanence le rapport entre celui qui rend un service et celui qui l'utilise. Enfin, il y a la dimension plateforme qu'évoquait Valérie tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que quand une organisation, donc qui ici peut être une collectivité territoriale, dispose de plein de données sur ce qui se passe, sur ce que font les habitants, elle peut remettre ces données à disposition d'autres acteurs, des associations, des entrepreneurs qui vont se servir de ces données pour rendre des services supplémentaires que la collectivité qui a collecté les données en premier n'est pas capable de rendre elle-même. On a de moins en moins besoin d'abord des infrastructures de l'administration parce que les entreprises recréent elles-mêmes ces infrastructures.
où les communautés, comme OpenStreetMap, recréent elles-mêmes ces infrastructures. On n'a plus besoin, par exemple, on n'a plus besoin aujourd'hui des fonds de carte de l'IGN. L'IGN a raté le coche, a vu se refermer la fenêtre d'opportunité pour vendre ses fonds de carte à tous ces acteurs, parce que maintenant, les gens ont reconstitué les fonds de carte tout seuls, plutôt que d'attendre que l'IGN veuille bien les mettre à disposition à un tarif abordable. L'administration risque de plus être pertinente, c'est parce que si elle se fait trop attendre, si elle élève des barrières trop élevées à l'entrée, les acteurs reconstituent eux-mêmes les ressources en marge de l'administration et enlèvent à l'administration sa pertinence. Il y a un préalable très important, c'est la confiance qui doit s'installer entre les différents acteurs de cet écosystème. Donc l'administration qui devient plateforme, les entrepreneurs et innovateurs qui utilisent les ressources pour proposer des services innovants et améliorer la vie sur un territoire et y créer de la valeur, et puis les individus eux-mêmes qui ne veulent pas évidemment qu'on fasse n'importe quoi avec leurs données. Donc tous les dirigeants politiques et même les élus locaux qui parlent de numérique sans avoir leur compte Facebook, sans avoir leur compte Twitter, qui confient ça à leurs collaborateurs ou à leurs assistants ou à leurs directeurs de la communication, ne sont pas dedans et ne peuvent pas comprendre la sensibilité qui s'est déployée chez leurs administrés et les attentes qui s'expriment de plus en plus fortes et qui, à ce jour, ne sont satisfaites que par les grandes entreprises dont je parlais au début de l'intervention. C'est la cluelessness, c'est-à-dire le fait d'être complètement à côté de la plaque de la part des gens qui parlent de numérique mais sans vivre dedans, en fait. Et donc c'est vraiment ça l'enjeu, c'est de retrouver un alignement et une communauté de sensibilité sur ces questions-là numériques entre des acteurs d'écosystèmes locaux plutôt que de laisser les seules entreprises américaines répondre de façon pertinente aux besoins exprimés par nous, les individus.